Bonjour et bienvenue dans Torchon, le club de lecture où on lit des livres pour que vous n'ayez pas à le faire. Pour chaque épisode, nous lisons un livre qui a fait l'actualité, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, et nous vous disons si c'est une bonne surprise ou alors un vrai torchon. Grâce à Torchon, vous pourrez briller en société et parler du livre du jour sans même l'avoir lu. Je suis Léa et aujourd'hui je suis avec Pierre. Bonjour. Et nous avons lu Gargantua de Rabelais au programme du bac de littérature de première générale en 2024. Et donc le contexte de sortie, c'est que chaque année, environ 500 000 lycéens passent les épreuves anticipées du bac de français, avec plus ou moins de chance en termes d'œuvres au programme. Et donc là, quand on regarde le programme de cette année, ils ont la chance de lire un peu de Colette, un peu de Balzac, du Rimbaud. Alors bon, il y a la rage de l'expression de Ponge, un peu plus, voilà. Mais chaque année, on a un peu le cheveu sur la soupe. Et cette année, j'ai décidé que c'était Gargantua de Rabelais. C'est-à-dire que c'est peut-être l'œuvre la plus difficile de tout le programme. Après, il y a les caractères de La Bruyère qui ont pas l'air très très marrants. Et Manon Lescaut, pas un très bon souvenir de Manon Lescaut. Mais je pense que Gargantua, c'est quand même le plus dur, quoi. Et donc, Pierre, ma première question serait, quelle était l'œuvre qui t'a le plus traumatisé, qui était au programme d'un examen ou d'un concours? Je dirais que c'était en cube, enfin en deuxième année de Cagnes, pour passer les concours de littérature de l'ENS. On avait eu Le siècle de Louis XIV de Voltaire, qui est un livre assez long, alors que le programme était sur l'autobiographie. Donc on avait les confessions, on avait du Nerval, on avait le cahier d'un retour au pays natal, puis il y avait Le siècle de Louis XIV, qui s'inscrivait plutôt dans la partie du programme l'œuvre littéraire, ses caractéristiques, la théorie littéraire en fait. C'était une lecture assez longue et assez, disons, trop différente des autres à mon goût. Ouais, je pense que les lectures traumatisantes, c'est soit vraiment bizarre et vraiment difficile et ça demande un effort de concentration énorme. Je pense que Gargantua tombe dans cette catégorie. Soit c'est juste très long. Et le troisième, et je pense que ça c'est aussi le problème de Voltaire et du siècle de Louis XIV, c'est que tu comprends pas très bien ce qu'elles font là parce que Voltaire il a écrit plein d'autres trucs et donc ça donne un peu cette impression que certaines œuvres sont un peu choisies de manière assez arbitraire, un peu en mode genre on va bien les traumatiser cette année. Et donc quand tu vas sur Goodreads, qui est l'application où tu peux noter tes lectures, donc sur un système de 5 étoiles, et Gargantua est à 2,29 étoiles, ce qui est vraiment très très bas pour la plateforme. C'est choquant. Ouais. Non, les gens n'ont aucun respect pour Gargantua. Hein. Et la première critique, c'est de la part de S. Bac de français, tu vas payer. Suivi de Nino qui appelle ça grosse cato. Il y a So qui nous dit parle trop de caca. Et enfin, il y a Emma qui dit je viens de finir et je suis confuse. Qu'est-ce que je viens de lire? D'une certaine manière, ça résume assez bien la première partie du livre qui en est fait assez orientée vers des propos scatologiques. C'est vrai. Et puis ensuite le reste qui est ouvert à l'interprétation. Et donc la confusion de Emma, c'est un peu le point de départ même du prologue qui dit qu'il faut interpréter le livre. Oui. J'ai même lu une analyse qui était assez sur la question d'interprétation, parce qu'en fait obliger la langue française, qui est pas une langue noble, ou une langue d'étude à l'époque, à faire objet d'interprétation, c'est lui donner la noblesse de l'hébreu biblique ou du latin et grec des poètes antiques. Qui dit ça? C'est Marc Fumaroli, une analyse de Gargantua, et qui dit voilà, donc en fait obliger les gens à essayer d'interpréter un texte en langue, disons, un texte narratif, c'est une manière de valoriser la langue française aussi, parce que c'est un des premiers romans de la langue française moderne. Donc voilà. Donc en fait, ces petites critiques de Goodreads résument assez bien l'intérêt de Gargantua. De traumatiser les élèves. Voilà. C'est pour votre bien. Pour les obliger à aller au-delà. L'objectif de cet épisode, c'est pas de se substituer à vos profs de français si vous passez le bac. L'idée, c'est un peu de donner une lecture un peu alternative de Gargantua. C'est-à-dire, l'idée, ça serait de lire Gargantua comme n'importe quel autre livre et d'en parler de manière peut-être un peu plus actuelle et un peu moins dans un contexte universitaire ou lycéen, quoi. Cela étant dit, ce qui est rigolo, c'est que on a eu deux lectures très différentes dans leur contexte, parce que moi, je l'avais jamais lu, j'ai jamais rien lu de Rabelais, j'ai échappé à ça, je ne sais pas comment j'ai fait, alors que toi, Pierre, c'est totalement l'inverse. Oui, en fait, il se trouve que quand j'étais enfant,
assez jeune, j'avais un très beau livre, un album d'images qui était une sorte de transcription pour enfants de 7-8 ans de Gargantua. Et donc, chaque chapitre du livre, à peu près, faisait l'objet il y avait une belle illustration et puis une ou deux citations extraites du livre. Et donc, j'ai lu ça assez fréquemment parce que il y avait l'image amusante de frère Jean des Entomeurs qui tapait sur des ennemis, il y avait la grosse jument de Gargantua, il y a le moment où elle inonde des ennemis en urinant. Donc, des choses qui étaient quand même assez plaisantes pour l'enfant que j'étais à ce moment-là. Puis après, je l'ai lu en seconde parce qu'on l'avait au programme. Et là, c'était un peu la découverte parce qu'on l'avait lu en version originale, dans une version très annotée. Donc la découverte d'une langue complètement différente et pourtant assez proche et à l'origine du français moderne. Et enfin, on l'avait eu au programme de terminale littéraire au bac. Ça faisait partie des 4 œuvres qu'on avait. Et donc, j'avais même passé l'épreuve qui était sur la figure de frère Jean dans Gargantua, sur lequel j'avais dû écrire une dissertation. Et donc, ces 3 lectures complètement différentes, là, 12 ans après, c'est un indice sur notre âge désormais avancé, ben je le relis et en fait, en le relisant, c'est un peu une manière de me replonger aussi dans ces différentes périodes de ma vie. Donc, j'ai un peu du mal à avoir une lecture au premier degré, parce que se mélange avec ça beaucoup de souvenirs de différentes périodes. Et donc, c'est une lecture qui est pour moi assez touchante. Donc, on a d'abord un prologue. Comme on l'a dit, c'est un prologue qui un peu met en condition le lecteur en mode me prends pas trop au sérieux, ça va aller, ça va bien se passer, mais qui nous insulte un petit peu. Et c'est peut-être la première chose à dire. Je vais citer la dernière phrase du prologue. Mais écoutez, Vidane, que la gangrène vous rende boiteux si vous oubliez de me rendre l'appareil en buvant à ma santé, et je vous donnerai raison en buvant, vous, amis, toute affaire cessante. Donc voilà, on nous insulte, mais en même temps, on boit à notre santé, ça commence bien. Gargantua, enfin, cette lecture de Gargantua, parce que moi, pour le coup, je l'ai lu pour la première fois il y a quelques semaines, bah, j'ai jamais rien lu de pareil, quoi. J'ai pas une culture immense, hein, mais je pourrais pas le comparer à une autre œuvre. Déjà, tout simplement parce que l'humour est vraiment, enfin, on n'a plus du tout cet humour-là, quoi. Enfin, l'autre insulte du prologue, c'est les premiers mots, c'est, enfin, c'est pas une insulte, hein. Buveur très illustre et vous, vérolé très précieux, car à vous, non à d'autres sont dédiés mes écrits. Bon, c'est aussi une manière de dire que c'est à la fois aux buveurs et aux vérolés que sont dédiés le livre de Gargantua. Bon, ben, ça place tout de suite le livre dans un contexte un petit peu grivois et festif. Et c'est vrai que c'est une lecture qui mélange ce registre extrêmement grivois, complètement enfantin dans sa scatologie, avec des discours au contraire extrêmement érudits. Et c'est vrai que c'est peut-être que ce mélange est très difficile à trouver ailleurs. Et par exemple, pour dire la suite, après nous avoir traité de vérolé, c'est-à-dire d'avoir eu une maladie sexuellement transmissible et d'alcoolique, il dit « Alcibiade, dans le dialogue de Platon intitulé Le banquet, faisant la louange de son précepteur Socrate, sans conteste prince des philosophies, le déclara, entre autres choses, semblable aux silènes. » Et donc, bon, d'un côté, on nous traite de vérolé et d'alcoolo, et ensuite, il nous parle du banquet de Platon. Et c'est un peu à l'image du reste du livre où on passe du scato à Platon, quoi. C'est un peu ça, voilà. Si on devait résumer le livre. Et des proutes au latin. Et des proutes en latin. Donc le livre est en 3 parties. D'abord, il y a la naissance de Gargantua et son éducation. Ensuite, il y a la guerre contre Picrocole. Et enfin, il y a l'utopie, c'est-à-dire le monastère de Thélème, qui sera là pour remercier le bon frère Jean. C'est un texte qui est extrêmement exotique. Enfin, je sais pas si exotique est le bon mot. Il est extrêmement... Si, parce que moi je dirais que ça donne l'impression de faire un voyage temporel et linguistique énorme, parce que ça oblige à redécouvrir des mots, se plonger dans une époque où les référentiels sont complètement différents, où l'humour aussi est différent. C'est ça. Et en même temps, on arrive à faire énormément de liens avec notre vie à nous, notre contexte à nous, ce qui en fait une œuvre actuelle. Bon, ça c'est un peu un cliché, mais ce qui est encore plus frappant, étant donné que c'est une œuvre qui a un ovni et qui en plus de ça a des référentiels très très anciens. Donc comme on commence avec la naissance de Gargantua, en fait c'est une sorte de parodie de Bacchus, en fait de la naissance divine de Bacchus. La mère de Gargantua pense qu'elle a juste des problèmes digestifs. Et donc bon, c'est une grossesse et un accouchement bien scato comme il faut. Voilà. Juste avant, en fait, la raison pour laquelle elle pense qu'elle a des problèmes digestifs, c'est parce que il y a une grande scène où il mange des tripes, 16 cuves de tripes.
Donc, ignorant ses remontrances, elle en mangea 16 cuves, 2 barriques et 6 pots. Oh, la belle matière fécale qui devait boursoufler en elle. D'ailleurs, on pourrait dire que c'est une manière, parce qu'on va revenir là-dessus sur la question peut-être du rapport à la violence, du rapport aux femmes et disons du modèle humain qui est présenté dans le livre. Mais c'est une manière de voir la grossesse qui est peut-être assez moderne dans le sens où il y a aucune réticence à aborder les questions très organiques et c'est pas, ils voient pas la grossesse comme quelque chose, enfin c'est pas du tout présenté comme quelque chose d'abstrait, de lointain, mais on plonge au contraire dans voilà le mélange de tripes, d'excréments et puis de matière, disons, et puis d'enfants simplement qui naît dans cet ensemble. Ouais, on est loin des influenceuses mamans qui te donnent l'impression que la grossesse c'est un truc trop mignon et puis après t'accouches et ça se passe vachement bien et ce genre de choses quoi. Un truc que je me suis noté pendant ce passage-là, c'est à quel point il y avait quand même un humour BDE, école de commerce, parce qu'il y a tout un passage où ils se font des blagues sur l'alcool et vraiment c'est juste c'est un peu de l'humour d'assaut d'étudiants quoi. Je citerai notamment. Mais si ma couille pissait telle urine, voudriez-vous bien la sucer? Je réserve le prochain tour. L'aspect scato, l'aspect vraiment dégueulasse, elle est dès le début, au tout début. Mais en fait, elle va un peu s'arrêter au fur et à mesure. C'est ça. Donc au début, ça commence assez fort, mais en fait, petit à petit, c'est pas quelque chose qui est constant autour du livre. Alors bon, il y a un autre passage qui est un peu, qui est quand même, je pense, le passage le plus marrant du livre, c'est le torche-cul. Donc l'histoire donc comment Grangousier découvrit l'esprit merveilleux de Gargantua grâce à l'invention d'un torche-cul, c'est que Gargantua cherche la meilleure manière de se torcher le cul et donc va tester différents aspects, différents outils pour se torcher le cul. Et donc, il va tester différents types de tissus, différents types d'animaux, différents types de techniques. Et donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment marrant parce que ça a un côté un peu influenceur, genre comme les influenceuses beauté qui vont tester plein de fonds de teint. Et ben lui, il va tester plein de manières de se torcher le cul. Et c'est, en fait, je pense que ce qui est rigolo, c'est le fait que le sujet est vraiment à nouveau scato rigolo, mais qu'en même temps la manière dont il en parle est très très sérieuse. Il en parle comme si c'était une expérimentation scientifique d'une importance énorme quoi. Et on précise que c'est bien sûr Grangousier qui est le père de Gargantua fait cette découverte quand Gargantua a seulement 5 ans, donc Gargantua est encore un petit enfant. Voilà, décrit cette démarche scientifique qui s'agrémente en plus de poèmes dans différents styles liés aux différents torche-cul qu'il a pu découvrir. Voilà, on précise que d'ailleurs la proximité du terme de torche-cul et de torchon littéraire est assez plaisante pour nous-mêmes et pour les auditeurs de ce podcast. Voilà, je vous laisse imaginer ce qu'on fait des livres une fois qu'on les a lus. Et par exemple, la conclusion est assez représentative de ce qu'on disait au début, c'est le mélange des styles. C'est que finalement le meilleur torche-cul, c'est celui d'un oison bien duveteux. Et il conclut en disant « Et telle est l'opinion du maître Jean d'Écosse », donc qui a une référence à Duns Scott, qui est un théologien scolastique très influent pour les penseurs humanistes. Oui, ça serait comme si nous, on faisait une blague. Et d'ailleurs, c'est l'opinion du maître Emmanuel Kant. Voilà, c'est ça. Comme le disait si bien Emmanuel Kant. Voilà. Le meilleur torche-cul, c'est un oison bien duveteux. Comme il est super intelligent et qu'il a fait cette entreprise scientifique si jeune, Grangousier se met en tête de l'éduquer. Donc, il y a toute une partie sur l'éducation de Gargantua. Il y a une première partie, c'est l'éducation sorbonnarde. Donc, l'éducation par les sorbonnards, qui est forcément mauvaise, forcément nulle. Et à côté, il va ensuite trouver l'éducation d'humaniste. Et donc, il y a tout un discours sur quelle est la mauvaise éducation versus quelle est la bonne éducation. La mauvaise éducation, c'est l'idée de lire sans comprendre, d'apprendre par cœur. J'essaie de trouver le passage où il en parle. Et il le sut si bien que le jour de l'épreuve, il le régurgitait par cœur et à l'envers, et il pouvait prouver sur le bout des doigts à sa mère qu'il n'y avait pas de science des matières de signifier. C'est à nouveau une critique qui est quand même encore assez actuelle, parce que d'un côté, on a une critique de l'éducation qui est on apprend aux élèves à régurgiter, à lire des textes, à apprendre par cœur, et en fait, ils n'ont pas d'esprit critique, ils ne sont pas adaptés à la société, on leur apprend des choses qui sont trop anciennes, qui ne les concernent pas, alors qu'on devrait leur apprendre, je sais pas, l'entrepreneuriat, et puis l'esprit critique, et la débrouillardise, et donc c'est quelque chose qui est encore assez actuel.
Après, ce qui est rigolo aussi, c'est que il y a une critique des Sorbonnards qui est aussi encore assez actuelle, pas vis-à-vis de nos amis Sorbonnards actuels, mais il y a une critique assez forte de gens qui utilisent une sorte de langage incompréhensible. Ici, c'est le latin pour se donner des airs intelligents. Et donc, il y a une critique qu'on peut faire encore aujourd'hui Oui, c'est à la fois le langage éventuellement, enfin, l'utilisation de la culture à des fins de peut-être domination sociale, mais aussi peut-être tout le langage codifié de la startup nation, donc les benchmarks, les insights, enfin en gros l'utilisation de termes anglo-saxons issus du monde du business dans le langage courant pour se donner la sensation d'être, disons, une position plutôt favorable dans la société. Et ça, c'est, disons, une critique, parce que la critique, elle passe par des parodies, par exemple. Il y a la parodie du maître Janotus de Bragmardo, un peu difficile à comprendre aujourd'hui parce qu'on voit pas exactement à quel type de discours il fait référence, mais on pourrait tout à fait imaginer une adaptation aujourd'hui avec parodie d'un start-upper de la station F ou parodie d'un vieil intellectuel interviewé sur France Culture. Interviewé sur France Culture. Mais c'est vrai que l'anglais est un nouveau latin d'une certaine manière, de ce point de vue-là en tout cas. Et donc ensuite, on passe à la bonne éducation. Comment Gargantua fut éduqué par Ponocrate de telle sorte qu'il ne perdait nulle heure de sa journée. Et donc, il se lève super tôt et il fait plein de trucs. Je sais pas comment décrire ça parce que c'est très très long. Mais vraiment, oui, à chaque heure du jour. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a un effet d'agrandissement de la journée parce que c'est juste pas possible de faire tout ça en une seule journée. Mais en fait, il donne cette impression, bah, forcément, c'est un géant. Donc forcément, le géant, il a pas la même journée que nous, quoi. En fait, c'est un peu Beyoncé Gargantua. Donc il se lève à 4 heures du matin, donc il y a un petit côté Miracle Morning, on se réveille tôt, C'est le 5 a.m. club. Ouais. Le mec rigole pas. Après, la raison derrière ça, c'est parce qu'il doit regarder les astres. Donc, il doit se lever tôt pour ses cours d'astronomie. Et ensuite, en fait, il va apprendre énormément de matières différentes. Il y a la médecine, l'astronomie, enfin, en tout cas, l'astrologie. Il y a beaucoup d'efforts physiques. Donc, il y a beaucoup de sport. Il y a l'art de la guerre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Puis il y a aussi, en fait, c'est bien une vision dans laquelle toutes les heures du jour, mais aussi même les jours de repos sont productifs parce que quand Ponocrate emmène Gargantua à la campagne, c'est un jour par mois pour se détendre, et ben, elle lui dit que une telle journée n'est pas passée sans profit parce que une fois dans un beau pré au soleil, il récitait par cœur quelques plaisants vers de l'agriculture de Virgile, d'Hésiode, du rustique de Politian. Ils font quelques épigrammes en latin. Et puis ensuite les transforme en rondeaux et ballades en langue française. Puis là, voilà. Moi, c'est comme ça que je passe mes vacances personnellement. Enfin, je sais pas pourquoi toi t'es surpris par ce passage. Oui, c'est vrai que moi-même, c'est exactement ce que j'ai fait ce matin avant de venir au podcast. Oui, d'ailleurs, on va vous lire nos rondeaux et nos épigrammes latins. Non, un autre point, je sais pas si t'as remarqué, c'est le fait qu'il y a un travail sur l'hygiène de vie et notamment sur la bouffe. Parce qu'au tout début, bah, ils mangent n'importe quoi. Et là, il y a cette idée qu'il faut pas manger trop, il faut faire attention à ce qu'on mange et tout ça. Et là, c'est la rupture qui se fait sur l'aspect un peu scato, un peu prout-prout. C'est que justement, l'éducation humaniste, c'est aussi une hygiène de vie. Ça m'a un peu étonnée, parce que en fait, la manière dont on parle de Gargantua, c'est genre le mélange entre le vulgaire et le sérieux, mais en même temps, ça se mélange pas tant que ça, en fait. Non, c'est vrai qu'il y a une évolution progressive. C'est vrai que là, il explique que puisqu'ils font des dîners assez consistants, les déjeuners sont assez légers. Il insiste beaucoup sur le nettoyage de la sueur après avoir fait l'exercice, par exemple. Et c'est vrai que tout ça donne plutôt l'impression, peut-être qu'on retrouve un peu Rabelais, le médecin, et celui qui est préoccupé par voilà la bonne santé, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ce qui se passe en fait, c'est que il y a une guerre un peu absurde qui éclate à cause d'un vol de fouasses. Donc les fouasses, c'est des brioches. Il y a des hommes, enfin du pays de Grand-Gouvier, qui volent des fouasses, et donc Picrocole déclare la guerre à Grand-Gousier. Enfin, il y a une clé de lecture très claire qui est que Grand-Gousier, en fait, c'est François Ier, et Picrocole, c'est Charles Quint. C'est-à-dire qu'il a des visées expansionnistes, impérialistes, et donc il y a à l'inverse la figure du prince humaniste, pacifiste, qui ne fait la guerre que quand il le faut. Moi, je trouve que c'est un peu faillot, tu vois.
Voilà. Oui, parce que en fait, ça va à l'encontre d'une lecture qui a été faite beaucoup du livre, parce que en fait, les premières parties qui sont très critiques vis-à-vis de l'éducation sorbonnarde et très scatologiques, qui présentent une vision du corps humain et du corps des géants très nouvelle, et ben a conduit à des lectures en fait. Notamment chez Michael Bakhtin, qui est un peu un des grands interprètes de l'œuvre de François Rabelais, comme un livre permettant un renversement carnavalesque des valeurs, voire une contestation radicale du pouvoir par le rire. Et dans les années 70, parce que en fait c'est un livre des années 40 qui a été traduit en 70 en France, certains y ont vu, à l'époque, en lien avec les théories littéraires de l'époque, une pulvérisation du sujet. Donc c'est ça, c'est les boyaux qui se déversent par les excréments, le mélange de l'intérieur et de l'extérieur, le fait qu'ils mangent énormément, qu'ils vomissent, qu'ils crachent. Et ben en fait, c'est une manière de fusionner. Enfin, ce serait une manière de fusionner le sujet avec le monde et de présenter tu vois, la dissolution de la subjectivité. Et donc ça, c'était la lecture un peu à la mode dans les années 70. Et en fait, quand on lit les passages sur la guerre et sur la valorisation du prince humaniste que tout le monde devine être François Ier, qui est contemporain de Rabelais, en fait, on se rend compte que c'est plutôt une œuvre, alors tu disais faillotte, on pourrait dire respectueuse du pouvoir en place, et pas du tout une œuvre, disons, contestataire radicale ou anarchiste, sinon dans des domaines très précis comme l'éducation, peut-être la médecine, peut-être on verra plus tard le monastère, voilà. le clergé. Il a une critique du clergé qui est très claire, mais qui est finalement au profit de la noblesse, donc d'une certaine manière. Ce qui est marrant, c'est que Grand Gousier, qui est un peu écrit au tout début comme un mec qui pète, qui rote, qui boit et qui mange, tout d'un coup se transforme de manière un peu bizarre comme un mec qui ne fait que prier et qui a des discours ultra pacifistes. Limite, il est en train de gloser sur le concept de guerre. Et ça, c'est pas vraiment... C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai préféré la première partie à la suite, tout simplement parce que c'est moins marrant. Voilà, il y a moins de scato, donc ça me plaît moins. C'est un peu gênant. Et après, il y a un passage qui m'a vraiment bien plu parce que, en fait, il y a un émissaire qui va voir Picrocole, donc c'est Gallet. Il lui fait un grand discours, bien comme il faut, super structuré, avec des grands passages très émouvants. Où est la foi? Où est la loi? Où est la raison? Où est l'humanité? Où est la crainte de Dieu? Donc voilà, une sorte d'appel à l'apaisement, à l'ordre et tout ça. Et donc le prochain chapitre s'ouvre en disant: puis le bonhomme Gallet se tut, mais à tous ces propos, Picrocole ne répond rien d'autre que: venez les chercher, ils ont belle couille molle comme meule, ils vont vous en faire bouffer de la fouasse. Et donc j'imagine trop le petit discours avec Gallet bien comme il faut, et à côté t'as genre Picrocole qui genre pète un câble. Il faut quand même faire l'effort d'imaginer la scène, quoi. Et d'ailleurs, en fait, il reste un peu une partie truculente dans la partie guerrière, c'est notamment les descriptions des combats. Moi, je trouve que de ce point de vue-là, le chapitre le plus mythique et qui est quand même assez plaisant, qui m'amusait beaucoup quand j'étais petit et qui m'amuse toujours aujourd'hui, c'est bien sûr le frère Jean qui défend la vigne de son abbaye contre l'armée de Picrocole. Donc voilà, c'est l'armée de Picrocole qui est en train de saccager les vignes et qui donc met en péril la récolte du vin que les moines espèrent bien pouvoir boire les années suivantes. Pendant que tous les moines prient, frère Jean, qui est différent, qui est un personnage héroïque et qui après devient un des héros du récit, prend un grand bâton de croix et se met à massacrer tout le monde. Qui dit il écrabouillait la cervelle des uns, rompait les bras et les jambes des autres, disloquait les spondyles du cou des uns, démoulait les reins, avalait le nez, pochait les yeux, fendait les mandibules, enfonçait les dents dans la gueule, descrouloit les omoplates, faceloit les grèves, desgondoit les ichis et débezilloit les faucilles. Dans la langue originale, c'est assez truculent et on imagine une bonne fête dans laquelle une fête au boyau dans laquelle les parties du corps volent dans tous les sens sous les coups du frère Jean. Et on retrouve en fait Rabelais dans deux aspects de ce passage, c'est-à-dire que Rabelais, il était médecin, et donc là, il utilise en fait le vocabulaire de la médecine pour parler de tous les... Enfin, il est un peu show-off, quoi. Il nous montre qu'il connaît comment on appelle toutes les parties de notre corps, tu vois. Et le deuxième truc qui est intéressant, c'est que en fait Rabelais, il était moine lui-même. Ça donne cette impression qu'il a pas du tout aimé être moine. Enfin, c'est pas qu'une impression, parce qu'il a failli devenir apostase, parce qu'il s'est un peu enfui de son premier monastère en mode allez ciao, je vais devenir médecin, j'en peux plus de vivre cloîtré, quoi. Et donc, ce qui explique la critique très très forte des moines, parce qu'en fait, il fait pas une critique
du clergé en tant que tel. Il fait une critique du concept d'être cloîtré et d'avoir une règle très carrée. Et en plus de ça, il fait une critique des moines qui sont un peu hypocrites parce que en fait, ils se tapent les voisines des villages aux alentours. Et il se trouve que Rabelais lui-même a eu une relation avec une veuve et il lui a fait 2 enfants qu'il a reconnus. Et donc c'est intéressant, mais pour moi, le frère Jean, c'est un peu Rabelais en fait. Il s'est un peu inséré dans le récit. Et du coup, oui, ces massacres, c'est un peu aussi l'expression d'un fantasme personnel de Rabelais, qui est d'être le moine qui est différent de tous les autres moines, parce que pendant que les autres prient, il y a le frère Jean qui lui agit et se bat, massacre tout le monde et puis rit en même temps. Et d'ailleurs, c'est une question que je me suis posée, c'est quelle est la part du fantasme dans cette écriture? Parce que par exemple, il faut rappeler qu'à cette époque, on mangeait pas beaucoup de viande et qu'on buvait pas tant que ça. On a cette image de l'ancien temps où les gens faisaient ripaille et tout ça, mais c'est assez faux parce que la viande ça coûte cher et que c'est pas pour tout le monde. Et donc je me suis posé la question de, tu vois, pourquoi, enfin, est-ce que ces histoires de tripes et de manger beaucoup, c'est pas aussi une certaine forme de fantasme de la part de Rabelais? Aujourd'hui, on vit un peu plus le mode de vie de Gargantua, en tout cas au siècle de Rabelais, parce que pendant que je lisais le livre, j'étais en vacances dans le pays rouennais, et donc avec mon mari, on va au Leclerc de Roanne, qui en plus est immense, vraiment c'est gargantuesque déjà, rien que cet endroit fait penser à Gargantua. Et donc on fait la queue pour acheter 2-3 bricoles, et devant nous, on a une toute petite dame, vraiment 10 centimètres plus petite que moi, donc vraiment toute petite, vraiment âgée, vraiment toute maigrichonne. Elle est là avec son énorme caddie et elle commence à genre mettre cubi sur cubi sur cubi de rosé, puis ensuite il y a les bouteilles de rosé en plus, et après alors il y a quelques petites boissons sans alcool en plus, et tu comprends qu'elle invite des gens, que c'est pas possible, tu vois. Mais vraiment c'était un passage, j'étais là genre finalement Gargantua c'est pas non plus totalement délirant par rapport à ce qu'on peut voir dans notre vie actuelle. Alors, je dis pas que Gargantua est une critique du consumérisme actuel, mais dans notre société, c'est déjà un peu plus... ça nous parle plus, quoi. Et je pense aussi que, en fait, dans l'humour de Rabelais, alors, il faut se replacer un peu à l'époque, mais l'exagération et l'excès de quantité de nourriture qu'il mange, je pense que ça faisait rire les lecteurs en soi. C'est-à-dire dire il mange 16 bœufs à table. J'ai l'impression que ça devait, parce que c'est tellement exagéré, les faire rire en soi, rien que d'imaginer une telle abondance, alors que nous, ça nous fait un tout petit peu moins rire d'imaginer des excès alimentaires, par exemple, parce que justement, on en constate tous les jours, il y a de l'obésité, on trouve ça même un peu inquiétant, plutôt, les excès de consommation alimentaire, alors que là, en fait, dans le livre, ou alors du moins à l'époque, j'essaie d'imaginer quelque chose de très festif, de très joyeux, mais et parce de très que drôle. c'était impossible, Voilà. quoi. On pouvait pas manger autant. Voilà. Il y a un peu un fantasme qui peut réapparaître de ce point de vue-là, c'est, pour moi, il faut mettre en relation les scènes de banquet et la scène du repas, du dîner des visiteurs quand il est invité chez Valérie Lemercier, et qu'après avoir fait un dîner complet, il dit ces amuse-bouches m'ont mis en appétit, j'ai faim. Et là, c'est un petit peu la même chose. Et en tout cas, je pense que c'est un fantasme de notre époque d'imaginer un monde moyenâgeux puis de la Renaissance où les gens avaient des appétits infernaux et que de façon ponctuelle ils faisaient des repas énormes et incroyables. Un peu lié au fait que tout ce qu'on connaît de cette période-là, c'est souvent les nobles, c'est vraiment les gens les plus riches, donc forcément on a une image déformée de cette réalité-là. Et je pense que c'est pour ça que les visiteurs ont cette image-là, quoi. C'est ça. Tu comprends qu'il y a un énorme plaisir de Rabelais à imaginer le frère Jean en train de massacrer tout le monde. On sent qu'il y a un plaisir un peu premier, je vais vraiment casser la gueule à tout le monde. Et ensuite, on a un discours ultra chrétien, ultra humaniste, en mode la guerre c'est mal. Il faut choisir Rabelais. Est-ce que t'aimes défoncer la gueule à tout le monde, ou est-ce que tu penses qu'il faut pas trop faire la guerre? C'est vrai que c'est pas très clair. Alors peut-être qu'on pourrait se sauver de cette contradiction, parce que les scènes de bataille et de guerre sont toutes un peu irréalistes. Enfin, moi en tout cas, je les perçois pas comme violentes, parce que elles sont tellement exagérées. Donc par exemple, il y a la jument qui urine et qui du coup inonde une partie de l'armée. Et Gargantua, quand on lui tire des boulets de canon dessus, en fait il croit que c'est des grains de raisin, c'est des mouches, non? Que c'est des mouches dans ses cheveux. Le frère Jean, il est tout seul avec un bâton et il étripe une 50aine de personnes. Et donc en fait toute la violence est toujours un peu irréaliste.
Oui. Ça fait un peu penser à des jeux vidéo auxquels on pouvait jouer où en fait tu tues tellement de gens que d'une certaine manière ça n'a aucun lien avec la réalité. C'est sûr. Non, il y a un autre truc qui m'a un peu saoulée, mais c'est pour revenir à cet aspect un peu faillot, c'est le côté où Grand Gousier, non seulement il est humaniste, mais bon voilà, il doit pacifiste, mais bon voilà, il doit quand même faire la guerre. Et quand il fait la guerre, il la fait bien, elle est bien ordonnée, c'est une armée de métier, c'est pas une armée de mercenaires. Enfin, tu vois qu'il y a d'un côté Picrocole qui est ultra colérique, qui fait un peu la guerre pour rien, qui a une armée de mercenaires qui sont donc pas très loyaux et qui fait mal la guerre. Et de l'autre côté, on a l'humaniste qui fait bien la guerre comme il faut. Oui, on aurait pu imaginer une critique de la guerre un peu plus radicale, dans laquelle la guerre, qu'elle soit menée avec une armée de métier ou une armée de mercenaires, est mauvaise. Peut-être qu'on peut passer à la suite, en fait. On peut passer au monastère de Thélème. Donc, oui. C'est la fin de la guerre. Le bon frère Jean, il a massacré une bonne centaines de personnes, et donc pour le remercier, Gargantua ou Grand Gousier, enfin l'un des deux, lui offre un monastère qu'il va fonder selon ses idées à lui. Et donc c'est un passage, c'est la dernière partie, et c'est une partie très utopiste, avec l'idée d'un monastère qui serait idéal et parfait, et qui est en fait en réaction totale avec le concept de monastère, en fait. Oui. Le concept de cloître, quoi. L'idée d'être cloîtré, déjà. L'idée qu'il y a une règle, donc c'est... Eh bien là, on n'a pas de règle. Eh ben, non, si, il y a une règle, il y en a qu'une seule. Fais ce que voudra. Fais ce que voudra, c'est ça. Il y a cette idée d'un monastère inversé, d'un anti-monastère. Première chose, c'est que les hommes et les femmes alors ils sont pas mélangés, ils habitent pas au même endroit, mais en tout cas, ils sont ensemble. Ils sont choisis un peu de manière un peu eugéniste. Voilà, c'est dit. Il fut ordonné qu'ici, on admettrait que les femmes belles, bien formées et de bonne naissance, et les hommes beaux, bien formés et de bonne naissance. De même, parce que dans les couvents de femmes n'entrait aucun homme, sinon à la dérobée et clandestinement, il fut décrété qu'ici, il n'y aurait pas de femmes sans qu'il y eût aussi des hommes, ni des hommes sans qu'il y eût aussi des femmes. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un peu une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que donc il y a cette idée que on fait ce qu'on veut, mais en même temps tout le monde veut la même chose, donc ça arrange tout le monde. Oui, on a l'impression que c'est un petit peu difficile à croire parce que bon, du coup, on mélange liberté individuelle et puis collectif ultra uni. Donc uni, on imagine par je sais pas l'éducation, les aspirations, les valeurs, mais on voit pas très bien comment est-ce qu'on réconcilie en cas de conflit Ouais. La liberté individuelle avec le fait que tout le monde est censé faire en permanence la même chose. Moi, je l'ai lu un peu en mode Rabelais, il était pas très heureux d'être moine. Donc comme je l'ai dit, il a frôlé l'apostasie à plusieurs reprises. Et donc c'est un peu le somme de Rabelais, du style il est enfermé, il est pas content, il trouve que les monastères c'est trop de la merde, et donc il imagine un peu l'inverse, quoi, une vie parfaite pour lui où il a le droit de tchatcher les meufs, où il a le droit de s'habiller comme il veut, et il a le droit de picoler avec ses potes, enfin tu vois, et ça peut se lire d'un point de vue très premier degré, pas du tout comme un truc utopiste, mais même chose à nouveau comme quelque chose d'un peu fantasmé, quoi. Moi, une chose que je trouve intéressante, et bon, je tire un tout petit peu le récit vers des questions très contemporaines, c'est que il y a une définition de l'humanisme dans Gargantua et notamment dans l'abbaye de Thélème qui me semble avoir encore de l'influence aujourd'hui au plus haut sommet de l'État, parce que c'est fait ce que voudra, donc c'est la règle de l'abbaye de Thélème, c'est une sorte de règle d'individualisme humaniste. Or, il se trouve qu'il y a 2 jours, le président de la République, Emmanuel Macron, a fait un grand discours sur l'Europe à la Sorbonne. À la Sorbonne. Donc un lien également avec le livre. Et la 3e partie de son discours, c'est il faut défendre une Europe humaniste. Alors, il définit l'humanisme comme défendre une certaine idée de l'homme qui place l'individu libre, rationnel et éclairé au-dessus de tout. Et ça, en fait, c'est à peu près l'idéal qui est dessiné dans l'ensemble du livre, parce que l'individu, il est libre, donc fait ce que voudra, c'est la règle de l'abbaye de Thélème. Il est rationnel et éclairé. Ça, c'est le résultat de l'éducation humaniste que reçoit Gargantua, c'est-à-dire à la fois la connaissance, la rationalité, et puis éclairé parce que il y a un développement de l'esprit critique. En fait, mettre ça un peu au-dessus de tout, ça, c'est une vision aussi de l'humanisme qui est peut-être beaucoup centrée sur l'individualisme et sur la liberté. Et pour moi, ça explique aussi, c'est une autre manière de relier ça à Gargantua, la défense que Emmanuel Macron fait de quelqu'un comme Gérard Depardieu, qui a un peu dans l'imaginaire contemporain français la figure du géant un peu gargantuesque, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est toujours caractérisé par
sa grande liberté dans ses choix de vie, dans son action, par ses excès alimentaires, de boissons, ses excès de vie, quoi. Ouais, et il y a quand même un moment où il a pissé dans un avion. Ça, c'est gargantuesque. Ça, c'est gargantuesque parce que on dit que Gargantua, quand il était petit, ce qu'il faisait, c'est il pissait sur ses souliers, chiait dans sa chemise, se mouchait dans ses manches et se mouchait dans sa soupe. D'une certaine manière, Gérard Depardieu, c'est la figure la plus proche dans notre imaginaire de ce qu'on pourrait imaginer être un Gargantua contemporain. Et donc, la question qui se pose après, c'est bien d'insister sur l'individu, mais aujourd'hui, cette liberté, ces excès, cette transgression aussi, elle est remise en cause parce qu'elle est critiquée. Ça correspond aussi à un idéal d'individualisme souvent masculin, dont on occulte un peu la violence, notamment à l'égard des femmes et à l'égard des personnes qui occupent des positions plus faibles dans la société. Et donc, la question, c'est est-ce que la figure de Gargantua aujourd'hui, est-ce qu'elle pose pas un peu, est-ce qu'elle peut pas être un peu remise en cause parce que pour des modèles peut-être d'humanisme plus collectif, plus qui accepte plus la fragilité de l'être humain. Mais il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs contradictions dans Gargantua. Le premier, c'est le côté où il y a une liberté individuelle extrême, mais ils veulent tous la même chose, ce qui est absurde et vraiment bizarre, tu vois. Enfin, il y a un côté où c'est juste pas possible. C'est le côté utopie, comme une non-utopie, ça n'existe pas. Et donc, Rabelais, il décide de pas le penser. Il imagine, voilà, on est de l'ordre du fantasme ici. Et donc, c'est ce que tu dis, on peut imaginer toutes les libertés individuelles qu'on veut. Après, sur la figure de Depardieu, ce qui est intéressant, c'est que Gargantua ne parle pas tellement de cul. Alors, le caca, en veux-tu, en voilà, mais il y a pas de scène de sexe. Il y a des allusions très fortes au fait que les moines, en fait, ne font pas vœu de célibat et finalement couchent avec toutes les voisines. Le frère Jean a un gros nez. Et un gros bâton. Et un gros bâton. Donc, on vous laisse imaginer ce qu'il a d'autre de gros. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant dans Gargantua, c'est qu'il y a quand même un peu des choses dont il parle pas tellement, tu vois. Et le cul, enfin le sexe, c'est pour le coup pas quelque chose dont il parle. Et aujourd'hui, ce qu'on reproche à Depardieu, c'est pas qu'il pisse partout. Alors, j'imagine qu'on lui a reproché quand même. Je pense qu'il est pas accepté sur beaucoup de lignes aériennes. Mais en tout cas, on reproche surtout à Depardieu des comportements plutôt sexuels. Et là, pour le coup, Rabelais ne nous aide pas à penser ça, quoi. Enfin, ça, c'est pour le coup, ça nous échappe. Ah oui, il y a un dernier point moi, ce qui m'a, en parlant de Macron, justement, il y a ce côté où, dans l'éducation de Gargantua, il y a un gros passage sur il faut éduquer les princes parce que c'est eux qui nous gouvernent et il faut avoir des sortes de princes ultra compétents qui s'y connaissent en tout. Et donc, pour être sûr d'avoir un bon gouvernement, il faut un bon prince qui soit bien comme il faut. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on entend un peu moins parce on vit dans une démocratie et donc en fait, on a cette idée que c'est pas ça qui fera de notre gouvernement un bon gouvernement. On a plutôt cette idée, pour le coup, du siècle des Lumières, de la balance des pouvoirs, ce genre de choses, l'équilibre des pouvoirs. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, si les gens en parlent pas mal, on parle beaucoup d'incompétence en fait. On parle beaucoup du fait que les gens qui nous gouvernent ne connaissent pas certains aspects de notre vie ou ne connaissent pas certains trucs complexes. Et de la même manière, je pense que Macron, il se considère un petit peu, d'une manière ou d'une autre, comme un prince humaniste. C'est-à-dire qu'il prend 2 heures pour faire un discours à la Sorbonne qui est plein de références littéraires, intellectuelles. Il insiste beaucoup, soit directement, soit indirectement par la presse sur ses lectures, sur son intérêt pour la matière intellectuelle, pour les choses philosophiques, intellectuelles et abstraites. Il aime bien rencontrer des intellectuels. Je pense qu'il se vit un petit peu sur le mode d'un grand gousier en fait. Et donc ça aide un petit peu. Et je trouve ça étonnant que 500 ans après, presque, l'idéal qui est fixé par Rabelais, il est encore présent dans l'imaginaire des dirigeants politiques. Et je fais référence à un autre épisode de Torchon qui est sur les mémoires de Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy, c'est un peu le problème qu'il a vécu. C'est-à-dire que les gens l'ont pris pour justement pas un très grand humaniste, avec ses déclarations sur la princesse de Clèves, le fait qu'il a dit Barthès au lieu de Barthes, enfin ces trucs comme ça. Tout le monde a vu Sarkozy comme une sorte de philistin. Et là, il prend sa revanche dans ses mémoires en citant à peu près tout le monde et donc en montrant à quel point c'est un mec super cultivé. En tout cas, c'est intéressant de voir comment cet idéal du prince humaniste qui s'y connaît en tout, qui est
qui lit beaucoup, qui est très philosophe du prince philosophe platonicien en fait, et on le retrouve encore aujourd'hui. Et donc peut-être pour conclure à nouveau cette critique qui est toujours un peu la même, qui est que Gargantua nous paraît très exotique, très lointain, très bizarre, et bizarrement on arrive très facilement à le retourner vers des choses que nous on connaît. Et la raison derrière ça, c'est qu'en fait, on est un peu le produit de cette histoire-là et de cette histoire littéraire finalement un peu, mais aussi parce qu'il y a une sorte de d'universalisme à travers les siècles, c'est-à-dire que la petite dame qui achète plein de plein de rosés, elle est toujours là, quoi. La question que je pourrais te poser, c'est est-ce que tu conseillerais à des gens qui ne passent pas le bac de lire du Rabelais? Alors moi je dirais que il faut le faire, mais en prenant, disons, peut-être à la fois le temps et la mesure de un peu la difficulté à entrer dans la chose. Peut-être d'abord le lire en translation et ensuite essayer d'attaquer la version originale avec les notes, et ne pas hésiter aussi à sauter des chapitres, parce qu'il y a des passages qu'on n'a pas mentionnés, mais par exemple il y a une liste des jeux auxquels joue Gargantua qui fait une dizaine de pages. Bon, à moins d'être intéressé par le jeu au XVIe siècle, ça pourra difficilement vous intéresser. Donc c'est quand même la barrière d'accès à la langue originale est quand même importante et pas négligeable. Mais après, je trouve que pour toutes les raisons qu'on a évoquées, toute la modernité du livre, et puis c'est aussi l'occasion, si jamais vous avez un humour un petit peu scatologique, comme nous par exemple, de le satisfaire tout en lisant un ouvrage classique du XVIe siècle, ce qui est toujours une manière de dissimuler votre véritable intérêt pour le caca derrière des préoccupations littéraires. Et ça, c'est quand même non négligeable. On va pas vous recommander des livres à lire à la place, puisque on est dans le cadre d'un programme, donc vous avez l'obligation de lire ces livres. Oui. Mais Pierre, quel serait un programme de littérature parfait pour toi? Bon, alors sur la base d'expériences connues, j'avais beaucoup aimé avoir par exemple les Confessions de Rousseau en programme, puisque disons c'est une œuvre à la fois majeure, très riche, évidemment extrêmement bien écrite. Ça, ce serait plutôt pour le XVIIIe siècle. De manière générale, je dirais qu'avoir des grands classiques, c'est assez agréable. On pourrait imaginer La Légende des siècles, ça serait pas mal pour le XIXe siècle. Et après, c'est assez agréable d'avoir aussi des œuvres plus originales, ou du moins qu'on connaît pas. Par exemple, j'avais beaucoup aimé avoir Cahiers d'un retour au pays natal pour le XXe siècle, quand j'étais de Aimé Césaire, pour en classe préparatoire, parce que je connaissais pas du tout, je n'avais jamais lu. C'était une découverte complète, hein, et donc ça m'avait énormément satisfait. L'idée d'avoir le malade imaginaire au XVIIe siècle comme les chanceux bacheliers, c'était une des pièces que j'avais le plus aimé, parce que j'avais un DVD quand j'étais petit du malade imaginaire en captation, et comme c'est une pièce qui est assez accessible pour les jeunes adolescents, je le regardais assez souvent et ça me faisait beaucoup rire. Moi, je rajouterais Les Liaisons dangereuses. Ah ouais, en fait, je rajouterais des œuvres qui ont été adaptées. Bien adapté. Mais enfin, en tout cas, Les Liaisons dangereuses, je pense que déjà, c'est trop stylé. C'est peut-être le meilleur livre du XVIIIe siècle. Et en plus de ça, il y a une adaptation qui est assez fidèle et en même temps très intéressante. Et donc, et je trouve que quelque chose qui rend accessible les programmes du bac, c'est quand même le côté adaptation. Et franchement, je suis pas snob sur le sujet. Je trouve qu'une bonne adaptation, c'est vraiment pratique, c'est vraiment sympa pour s'ouvrir à la littérature. Tout ça pour dire, on souhaite un bon courage aux bacheliers. Oui. On souhaite un bon courage à leurs parents et à leurs proches. Et on souhaite un bon courage aux profs qui doivent préparer chaque année des œuvres totalement illisibles. Donc bravo à eux. Donc bravo à tout le monde. Bravo à nous. Bravo. Et je vais conclure comme ça sera fait. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram torchon.podcastlittéraire pour nous donner vos idées et vos réactions à cet épisode. Et je vous conseille de le suivre pour plus de recommandations, plus de critiques et plus de coulisses. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. À bientôt.